Des gouverneurs et des sénateurs. Parlons essentiellement des gouverneurs. Pensez-vous que ce sont des bons profils dans l'ensemble pour qu'il y ait finalement ce développement que vous êtes en train de prôner? Bon, écoutez, à mon niveau, je pense pas que je suis la personne habilitée pour commencer à donner des points. En tant que Congolais? Oui, en tant que Congolais, c'est vrai. Donc, pourquoi je dis ça? Pour l'instant, en tout cas, au moment où on vient de nommer les gouverneurs, je ne peux pas commencer à leur attribuer des points, c'est un bon, c'est un mauvais profil. On va les laisser d'abord travailler. On va les laisser d'abord exercer. C'est à l'issue de l'exercice de leurs fonctions qu'on pourra se dire que tel et tel ont été un bon profil ou ont été un mauvais profil. Mais pour l'instant, moi je reste encore dans cette naïveté volontaire de me dire que ceux qui ont été votés, élus à ces places-là de gouverneurs vont bien faire leur travail et qu'ils vont être conscients. Aujourd'hui, il doit commencer par le gouverneur élu de Kinshasa, selon vous? Le gouverneur élu de Kinshasa, bon, dans son travail, il y a plusieurs aspects. Hein. Mais moi, je pense que, de manière générale, dans la politique générale de notre pays, nous devons d'abord commencer par l'éducation, par toucher le Congolais. Ça ne sert à rien de mettre une mouche dans un palais. Il va retourner dans la poubelle. Quand vous prenez une mouche et que vous prenez quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur, qui ne connaît pas la valeur des choses, vous lui donnez ces choses-là, cette personne-là va retourner à la poubelle. Il faut vraiment que le gouverneur de la ville ou que tous les gouverneurs puissent d'abord faire ce travail d'éduquer le peuple. Je suis heureuse de vous retrouver encore, mesdames et messieurs, en ce vendredi pour une nouvelle émission, celle que vous avez l'habitude de suivre maintenant, Le Siège, qui décrypte toute l'actualité politique parlementaire en République démocratique du Congo. Avec vous, nous décryptons sur ce plateau avec nos invités. Nous les recevons généralement, les leaders d'opinion, les députés, les sénateurs, pour réfléchir sur ce qui est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous retrouver encore une nouvelle fois dans Le Siège. Vous avez pris l'habitude avec nous maintenant de découvrir les leaders d'opinion et aujourd'hui nous en recevons un qui n'est pas de moindre. Lui c'est Monsieur Hugues Boolé, il est président du mouvement citoyen éclairé. Avec lui nous allons revenir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo mais aussi son engagement citoyen et patriotique. Je vous prie de suivre. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, je vous salue. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que l'initiateur du mouvement citoyen éclairé, qui est une fondation qui a pour objectif la conquête de la mentalité congolaise et la régénération de l'homme congolais sur tous les plans, afin de viser un idéal commun, un idéal du développement et de l'épanouissement de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Au nom de toute la jeunesse et en tant que leader des jeunes, nous avons écouté avec beaucoup d'attention votre discours d'investiture, dans lequel vous avez marqué le rôle de la jeunesse pour les 5 prochaines années de votre législature. C'est ainsi que nous voudrons souligner l'importance de certains domaines ou certains secteurs qui touchent la jeunesse, afin de vous permettre de faire resplendir cette politique que vous voulez mettre en place. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le moteur de la croissance économique et de création d'emplois. En soutenant les jeunes entrepreneurs par des politiques adéquates, des mécanismes de financement et de programmes d'accompagnement, nous stimulons l'innovation et favorisons l'émergence de solutions créatives aux défis économiques et sociaux. Il est vital, Excellence Monsieur le Président de la République, de créer un environnement propice où les jeunes peuvent transformer leurs idées en entreprises prospères. Je marque un point, Excellence Monsieur le Président de la République, pour dire que la jeunesse congolaise, après débat, délibération, après concertation, nous nous sommes rendus compte qu'en République démocratique du Congo, il n'existe pas de banque par les Congolais, pour les Congolais,
qui puisse accompagner les entrepreneurs à voir leurs projets se matérialiser. Toutes les banques qui sont en République démocratique du Congo sont des banques commerciales qui ont pour but le profit. L'entrepreneur est laissé pour compte. Pour accompagner les entrepreneurs, nous avons besoin que Monsieur le Président de la République, en tant que celui qui tient le bâton de commandement, que vous puissiez installer pour la jeunesse des banques qui vont nous accompagner. Ainsi, notre proposition, pour commencer, est que vous puissiez installer pour nous des banques d'investissement et des banques de crédit agricole. Je m'explique. Les banques d'investissement vont permettre à ce que ceux qui ont des projets et ceux qui ont des capitaux puissent se rencontrer afin que ces projets voient le jour et afin qu'il y ait un accompagnement financier. Il est important, Monsieur le Président de la République, que ces banques voient le jour pour permettre à ce que votre politique soit implémentée avec succès. Deuxièmement, nous avons les banques ou la banque de crédit agricole. Celle-ci permettrait de développer le secteur primaire en accompagnant tous ceux qui sont dans l'exploitation du sol et du sous-sol. Mais j'aimerais plutôt m'arrêter au niveau du sol, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Je le disais tout à l'heure, nous recevons un leader d'opinion qui de plus en plus prend l'ancrage plutôt dans la société civile, mais également dans toute la société politique, puisqu'il donne son avis et il pousse plus particulièrement les jeunes à un engagement patriotique, un changement de mentalité et à l'amour de la RDC. Monsieur Hugo, il est bienvenu. Merci beaucoup, très content. Bonsoir ou bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Très heureuse de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. La première question avec laquelle nous introduisons souvent cette émission, c'est votre regard sur la RDC aujourd'hui. Comment se porte la RDC selon vous aujourd'hui? Ouf, ça c'est une très bonne question. Comment se porte la RDC? Ben, la RDC, c'est un pays qui, au jour d'aujourd'hui, attend un gouvernement. C'est un pays qui, ça fait 5 mois, n'a pas de gouvernement. C'est un pays qui, et on est un peu, nous tous, si je dois donner une image, hein, c'est comme si on était sur la voie routière et que c'est un feu rouge. Tout le monde attend. On attend que les choses redémarrent. On attend que les choses soient installées. De l'autre côté, que ce soit les députés, les sénateurs, les gouverneurs font leur mise en place pour que, quand on va déballer le jeu ou bien qu'on va annoncer le gouvernement, ben, que l'État continue à tourner ou tourne à nouveau de manière classique. Donc voilà. Tout au point mort selon Pour vous? moi, tout est au point mort pour l'instant en tout cas. Et je pense pas que pour moi, hein, mais pour tous les acteurs, que ce soit les acteurs. Vous ne savez pas décrire si c'est positif ou négatif la situation à l'est du pays. Vous avez vu qu'il n'y a pas très longtemps, hier ou ce matin, encore il y a une bombe qui a été larguée dans un des camps. Tout ça, ça ne vous interpelle pas? Bien sûr qu'en tant que Congolais, ça m'interpelle de se dire qu'on est dans un moment où justement on attend que le gouvernement soit en place, que les pouvoirs publics se mettent en action, parce que ceux qui sont là, ils expédient les affaires courantes, on va dire qu'ils sont au point mort. Donc avec la situation aussi à l'Est, qui est une situation qui est préoccupante pour en tout cas l'ensemble de la population congolaise, on a hâte vraiment que le gouvernement revienne et qu'il y ait des acteurs pour prendre des décisions, pour engager l'État, pour faire tourner l'économie du pays. Le gouvernement est le seul organe, la seule institution qui va finalement booster les choses? Non, mais nous tous, nous sommes soumis aux dirigeants. Quand il n'y a pas de gouvernement dans un pays, peu importe les initiatives qu'on veut ou qu'on peut prendre, il y a toujours des autorités de tutelle, il y a toujours au niveau de la loi, au niveau de la constitution, comment les choses sont faites, pour que ceux qui sont au pouvoir quand même puissent encadrer toutes les actions des Congolais. Et là maintenant, c'est vraiment un moment de ballottage, c'est un moment de point mort où on attend qu'il y ait des nouveaux acteurs pour qu'après, que derrière, qu'il y ait toute la société qui suive, hein, parce que même si tous ces acteurs-là ne vont pas forcément booster le pays, mais on a besoin d'être ensemble, on a besoin de former un tout, une seule équipe pour gérer justement notre grand pays. Mais selon votre regard, finalement, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop traîné? Ça fait 1 mois que la première ministre a été nommée, oui. Elle a reçu toutes les parties prenantes. Pourquoi ça traîne encore? Qu'est-ce qui bloquerait, selon vous, pour que le gouvernement puisse sortir? Bon, d'après nous tous les Congolais, on sait, bon, ce sont des tractations politico-politiciennes où chacun veut se retrouver, chacun vise un peu, on va dire, un positionnement.
au vu du poids politique, au vu de tout ce qui se passe de manière au niveau des députés, voilà. Donc chacun essaie un peu de configurer les 5 prochaines années. C'est comme ça qu'on a connu ce retard. Donc ce n'est pas une bonne chose pour un pays d'être aussi longtemps sans gouvernement. Mais nous osons croire que les raisons sont valables, parce qu'il faut savoir que entre les dirigeants et le peuple, il y a des réalités que les dirigeants rencontrent qui ne peuvent pas forcément dire au peuple, sinon il y a incompréhension ou soulèvement. C'est-à-dire qu'à leur niveau, ils essayent de gérer vraiment les choses pour que quand il y aura fumée blanche, que le pays puisse décoller à nouveau. Donc on n'a pas ici pour but d'agiter les esprits inutilement. On attend et on pense que là maintenant avec le Parlement, l'Assemblée nationale, les choses se mettent au point. Et qu'on va démarrer rapidement et qu'on va gérer la chose publique. Espérons que ça soit très rapide. Alors on va aller du côté de l'Assemblée nationale, du Parlement en général, le Sénat. C'est une émission qui est vraiment portée sur l'Assemblée nationale. Comment avez-vous jugé les 5 dernières années à l'Assemblée nationale, dans le travail en majorité, globalement, c'est-à-dire le contrôle parlementaire, c'est-à-dire le vote des lois, c'est essentiellement le travail des députés. Vous le jugez comment? Bon, en fait, moi, le travail technique que les experts font ou que les députés font au niveau de l'Assemblée nationale ou du Parlement en général, c'est un travail qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas bâcler. Mais je suis positionné au niveau de la population qui, malgré toute la technicité qu'il peut avoir, malgré toutes les commissions, les lois, tout ce qui est mis en place, il faut qu'il y ait des résultats visibles et palpables. Il faut que le pays, il faut que l'État, il faut que les Congolais ressentent que le travail qui est fait au niveau du Parlement, que ce travail ait un impact sur la population congolaise. Or, bon, c'est vrai qu'il y a des petites avancées, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Le pays est un grand chantier. Le pays a toujours été un grand chantier. Et vraiment, il est temps pour nous, les Congolais, qu'on puisse se concentrer sur le développement de notre pays. Parce qu'on constate que la plupart des gens visent leurs intérêts personnels. Ils mettent leurs intérêts personnels avant le pays. Or, il faut mettre le pays avant les intérêts personnels parce que c'est grâce au pays qu'on peut gagner. Mais ça devient difficile dans un contexte où on est soumis à l'autorité morale, on est soumis à son regroupement politique, on écoute plus ce que le regroupement ou l'autorité morale dit, c'est-à-dire que, veuillez protéger d'abord nos actions, si on va le dire de cette manière. Comment voulez-vous que les députés nouvellement élus puissent avoir l'amour du pays dans ce contexte? Justement, c'est pour ça que nous, notre combat, c'est la mentalité congolaise. La mentalité congolaise, j'insiste, parce que la mentalité congolaise, c'est vraiment la chose qui nous empêche en RDC de se développer. Ce pays est riche en sol, en sous-sol, et ce pays est aussi riche en capital humain. Mais le problème, c'est que nous tous les Congolais, nous sommes focalisés vers les mines, focalisés vers les ressources, en général, qui tournent autour des ressources minières, et on ne se focalise pas sur le capital humain, le capital où on investit dans l'homme congolais. Parce que c'est vrai qu'il y a les autorités qui donnent des mots d'ordre et tout et qu'on sort, mais si nous tous nous vibrons vers une même mentalité, peu importe, parce qu'il faut savoir que même les partis politiques ont pour objectif de servir un pays. À partir du moment où un parti politique ne sert plus un pays, mais sert ses intérêts privés, ce n'est plus un parti politique au vrai sens du terme. Alors, il faut vraiment que dans notre mentalité à nous les Congolais, qu'on puisse faire passer le pays avant tout et qu'on puisse faire passer l'intérêt des Congolais avant. Parce que ce soit les députés ou bien toutes ces autorités au niveau des regroupements politiques, ils puisent leur force dans le peuple. Comment tu deviens une autorité morale? C'est par rapport à ta capacité de rassembler autour de toi, autour de ton idéologie, un nombre important de personnes qui te suivent. Et ces gens-là, si on leur vide de leur substance, s'il n'y a plus aucun Congolais qui les suit, ils ne seront plus ces autorités telles qu'ils réclament. Alors, il est important que chaque Congolais puisse se rendre compte justement qu'en ayant reçu ce pouvoir, en ayant reçu ce mandat de la part du peuple, eh ben, on a ce devoir de redevabilité, ce devoir d'excellence, de se dire qu'on fait d'abord passer le peuple avant tout. On fait d'abord passer l'intérêt des Congolais. Est-ce que dans ma décision que je prends en tant qu'autorité morale, le Congo gagne ou c'est moi qui gagne? C'est ça vraiment la question, le questionnement qui doit pendre sur les lèvres de tout le monde, qui doit être intériorisé dans les cœurs et dans les esprits de tout le monde. C'est de viser l'intérêt congolais, c'est de viser le développement de notre pays et c'est surtout vraiment de faire évoluer cette mentalité
vers un idéal commun du bien-être de la République De démocratique manière du plus Congo. pragmatique, on va revenir sur l'Assemblée nationale. Quelle loi, personnellement, auriez-vous voulu être vue, plutôt être votée? Par exemple, puisque vous parlez que vous dites que plutôt il faut que ça soit ce qui touche le vécu de Congolais de plus près. Quelle loi vous auriez vu, ou aimeriez que ça soit porté par un député, que ça n'a pas été fait, que ça pourrait l'être maintenant? Par exemple, je ne connais pas toutes les lois, Oui. mais on sait qu'en République démocratique du Congo, par exemple pour les entrepreneurs, les procédures administratives sont très lourdes et la fiscalité est lourde et décourage les entrepreneurs. Alors il faudrait voter des lois qui allégeraient l'accès à l'entrepreneuriat, qui dit par exemple qu'un entrepreneur, les 3 premières années, est allégé de telle taxe, il a plutôt des facilités administratives jusqu'à ce que son entreprise montre des signaux de développement et des signaux de croissance, et progressivement on accompagne les entreprises. Par exemple, nous on insiste sur nous, quand je dis nous, c'est le MCE, le Mouvement Citoyen Éclairé. Dans notre modèle économique, j'insiste avec tous les membres du mouvement sur 2 styles de banque de crédit agricole, banque d'investissement. Parce qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de banque congolaise. Par les Congolais, pour les Congolais, il n'y a pas de banque Il n'y a que des banques nationales. qui viennent des étrangers. Ce ne sont que des banques étrangères. Alors, il faut que dans la politique bancaire de notre pays, que les lois qui sont votées favorisent l'émergence des banques congolaises et que ça puisse protéger les nationaux. Les lois, peut-être qu'au niveau des lois, on peut se dire que la loi protège, mais au niveau de l'applicabilité. Exactement. Le problème est dans il y a l'applicabilité. deux niveaux. Il y a le niveau des lois et le niveau de l'applicabilité. C'est vrai qu'en République démocratique du Congo, au niveau de la batterie juridique et législative, on est plus ou moins complet. On n'a pas à envier un pays du monde. Mais au niveau de l'applicabilité, par exemple, on se rend compte que ça pose problème parce que, justement, chaque Congolais intellectuel qui se retrouve dans une position de diriger a l'impression, justement, que c'est son tour et que grâce au pouvoir qui lui est attribué, il peut mener la population ou les gens de gauche à droite. Donc voilà, on n'a pas vraiment on a besoin que les députés, que tous ceux qui gèrent la machine de l'État soient des hommes d'État avant d'être des hommes politiques. Parce que un politicien a des calculs politiciens. Mais un homme d'État fait passer d'abord l'État avant tout. Alors c'est comme ça que, justement, dans cette question, quelles sont les lois? Les lois qui favorisent, justement, par exemple, l'agriculture. Vous voyez qu'il y a il y a des agriculteurs dans le pays, mais qui disent qu'ils sont enclavés. Ils n'arrivent pas à acheminer leur culture, leur marchandise d'un point A vers le point d'acheminement. Alors, si par exemple, au niveau de la loi, parce que sauf erreur de ma part, je sais que c'est l'État qui détient le monopole de la construction des routes en République démocratique du Congo. On pourrait modifier la loi dans le sens où, qu'à partir du moment où un entrepreneur arrive en République démocratique du Congo pour construire des routes, qui puisse avoir un partenariat privé-public qui le facilite le contact avec l'État pour justement construire les routes. Ça permettrait à ce que, par exemple, moi, si je suis un investisseur et que, bon, je ne connais pas grand-chose dans l'agriculture, mais je sais qu'en installant des routes de desserte agricole avec péage, eh ben, ça va permettre à ce que l'agriculture puisse tourner et ça va entraîner une croissance économique. Alors, de ce principe, si on me dit que pour construire les routes, c'est facile en République démocratique du Congo à l'aide des lois qui ont été simplifiées, eh ben, il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui vont venir faire des partenariats privés-publics, qui vont désengorger ou désenclaver les zones agricoles, et on va voir qu'au niveau de l'État, les choses vont commencer à tourner. Donc vraiment des lois qui allègent le business en République démocratique du Congo, parce que nous visons d'abord le développement. Exactement. Donc, voilà. Je pense que c'est assez clair, mais il y a eu aussi des mesures, on va dire des mesures directement qui viennent de la présidence ou du président de la République, entre autres la gratuité de l'enseignement, entre autres la gratuité même de la maternité. Finalement, est-ce que vous pensez, par exemple, parlons de la gratuité de la maternité qui est venue un peu plus tard, je ne sais pas si vous avez fait le suivi, est-ce que le Parlement a un regard sur ce processus, c'est-à-dire interpeller le ministère de la Santé, interpeller tous les acteurs qui sont dans cette chaîne pour que ça se fasse correctement, parce qu'il y a déjà des voix qui se lèvent pour dénoncer le fait qu'à cause de la gratuité de la maternité, il y a des femmes qui meurent. Oui, justement c'est ça, c'est vraiment, je pense que même dans le combat ou dans la méthodologie de ce que je suis en train d'emmener avec le MCE, on retournera tout le temps sur la question de la mentalité, la question de l'homme congolais, la question de... on est dans un pays où le président fait un effort
rendre gratuit la maternité, de rendre gratuit l'éducation, ou gratuite la maternité, gratuite l'éducation. Mais ça lui donne l'impulsion. Mais après, il faut que le peuple suive. Le président de la République ne va pas venir commencer à faire accoucher une femme chacune, faire le tour des hôpitaux tous les jours pour s'assurer que ça fonctionne bien. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait la responsabilité individuelle de tous les Congolais. À partir du moment où on favorise, où on allège justement une loi, où on donne un privilège à tout l'ensemble de la population congolaise, que les Congolais eux-mêmes soient conscients et puissent mener à bien la gratuité de l'enseignement. On a mis en place la gratuité de l'enseignement, mais est-ce que la qualité de l'enseignement pour autant suit? Parce que c'est bien, que ce soit gratuit, oui. Mais est-ce que dans la gratuité, il y a la qualité? La qualité, il faut que la qualité suive dans cette gratuité. Et pour que cette qualité suive, on ne va pas encore venir demander au président de la République, maintenant instaure la qualité de l'enseignement. Non, on a déjà mis la gratuité. Maintenant, c'est aux Congolais de réfléchir comment implémenter justement dans cette gratuité la qualité. Mais lorsque vous dites qu'aux Congolais de réfléchir, ils doivent faire quoi exactement, les Congolais? Mais les Congolais ne doivent pas être naïfs. C'est comme ça qu'on demande, on se bat pour que les Congolais soient conscients de leurs droits et devoirs en tant que citoyens. La citoyenneté, l'éducation civique. C'est une éducation qui doit être vulgarisée dans toute la République démocratique du Congo. C'est une éducation qui doit devenir obligatoire, l'éducation civique et morale, dans tout ce que l'on fait. Parce que le Congolais aujourd'hui, il n'est pas citoyen. Il ne connaît pas son pays, il ne connaît ni ses droits ni ses devoirs. On se rend compte par exemple que sur une voie routière, il y a la tracasserie par exemple des agents les roulages par exemple, qui viennent embêter les chauffeurs pour X ou Y, un pneu qui est monté sur la ligne. On joue un peu entre ceux qui connaissent les lois et qui peuvent rentrer dans les méandres des lois et ceux qui ne connaissent pas les lois. Alors justement, c'est grâce à l'éducation civique et morale, grâce à cette notion de la citoyenneté que tout le Congolais va accéder justement et à participer au processus démocratique de développement de son pays. Donc voilà, c'est vraiment à ce niveau-là, conscientiser les Congolais. C'est pas un travail qui va se faire facilement, c'est pas un travail qu'on claque des doigts. C'est un processus. J'aime beaucoup le terme processus. Dans le processus, il y a des étapes. Dans un processus, il y a des étapes. On vulgarise, on continue, on fait on forme, on vulgarise, on sanctionne, on s'assure que ça fonctionne bien, on s'assure que la sanction, par exemple, ne draine pas les lois vers le bas, mais plutôt vers le haut. C'est vraiment ce processus-là qui doit être mis en place, mais qui doit aussi demander l'implication de nous tous. Vraiment, c'est ça, cette responsabilité individuelle. Or, pour que quelqu'un soit individuellement responsabilisé, il faut qu'il soit au courant de ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Espérons que ça va marcher. on va prendre les élections des gouverneurs et des sénateurs. Ça s'est passé le lundi. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, nous avons vu comment ça s'est passé. Et à l'intérieur du pays, vous avez vu les quelques noms des sénateurs, les quelques noms des gouverneurs. Parlons essentiellement des gouverneurs. Pensez-vous que ce sont des bons profils dans l'ensemble pour qu'il y ait finalement ce développement que vous êtes en train de prôner? Bon, écoutez, à mon niveau, je ne pense pas que je suis la personne habilitée pour commencer à donner des points. En tant que Congolais? Oui, oui, en tant que Congolais, c'est vrai. Donc, pourquoi je dis ça? Pour l'instant, en tout cas, au moment où on vient de nommer les gouverneurs, je ne peux pas commencer à leur attribuer des points, c'est un bon, c'est un mauvais profil. On va les laisser d'abord travailler. On va les laisser d'abord exercer. C'est à l'issue de l'exercice de leur fonction qu'on pourra se dire que tel et tel ont été un bon profil ou ont été un mauvais profil. Mais pour l'instant, moi je reste encore dans cette naïveté volontaire de me dire que ceux qui ont été votés, élus à ces places-là de gouverneurs vont bien faire leur travail et qui vont être conscients. Parce que la République nous a déjà appris à plusieurs reprises que ceux qui s'amusent avec le pays, à un moment, le pays les avale. Ceux qui s'accaparent la notion de ce pays comme étant la leur, ceux qui dirigent ce pays avec mauvaise foi, au bout d'un moment, le pays finit par les rattraper et ça devient des histoires, ça devient... Bon, voilà. Mais en tout cas, nous osons croire que les gouverneurs qui vont arriver ou qui ont été élus vont bien faire leur travail et que la population aussi ait ce devoir de regard, la ville de suivre. Kinshasa a beaucoup de défis aujourd'hui. Il doit commencer par le gouverneur élu de Kinshasa, selon vous? Le gouverneur élu de Kinshasa, bon, dans son travail, il y a plusieurs aspects. Hein. Mais moi, je pense que de manière générale, dans la politique générale de notre pays, nous devons d'abord commencer par l'éducation, par toucher le Congolais. Ça ne sert à rien de mettre une mouche dans un palais. Il va retourner dans la poubelle. Quand vous prenez une mouche et que vous prenez quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur,
qui connaît pas la valeur des choses, vous lui donnez ces choses-là, cette personne-là va retourner à la poubelle. Il faut vraiment que le gouverneur de la ville ou que tous les gouverneurs puissent d'abord faire ce travail d'éduquer le peuple, ce travail de sensibiliser. Éduquer le peuple, c'est-à-dire quoi? Ils vont faire des portes ouvertes, ils vont sensibiliser dans les marchés, c'est ce que vous pensez? Dans l'éducation, il y a formation, sensibilisation. Dans la formation, quand on investit dans le capital humain, justement, on se concentre à former des gens. Déjà, on commence par former les formateurs, ceux qui vont former les gens derrière. Et puis, dans la sensibilisation, il y a justement la communication. La communication de proximité, télé, radio, réseaux sociaux, médias. Il faut qu'il y ait ce contrôle-là de la communication de la part des gouvernants, pour que les gouvernants puissent expliquer clairement à la population quels sont leurs objectifs. Parce que des fois, vous dirigez un peuple qui ne comprend pas où est-ce qu'on va, qui ne comprend pas le cheminement d'un point A vers un point B. Alors en tant que gouverneur d'une ville, vous devez avoir une conversation avec les Congolais. C'est comme un papa dans une maison. Un papa qui ne dialogue pas avec ses enfants, un papa qui ne prend pas le temps. C'est ce qui va amener le changement? Le changement commence par la communication. Si vous voulez emboîter le pas à construire des routes, à faire des histoires à gauche-droite, prenez bien mon exemple. Si vous faites rentrer une mouche dans un palais, aussi beau que ce soit ce palais, il va retourner dans la poubelle parce qu'il n'a pas compris la notion du palais. Nous devons d'abord comprendre. Les gouverneurs doivent expliquer leur programme. Parce que nous sommes dans un pays, nous sommes l'un des seuls pays où les dirigeants ne disent pas leur programme. Monsieur, vous êtes au pouvoir, quel est votre programme? Dites à la population ce que vous voulez faire. Parce qu'après, quand les choses vont tourner mal, ou bien vous allez revenir quand même auprès de cette population pour dire que vous êtes redevable à dire qu'on avait dit qu'on allait faire ça, 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 ça. Au vu de ce qu'on avait dit qu'on allait faire, nous avons atteint 30% de réalisation. Nous avons atteint 40% de réalisation. Nous avons atteint 80% de réalisation. Ce n'est qu'en fonction d'un programme bien établi, en fonction d'un programme bien élaboré à dire à la population, tout en comptant sur la communication, qu'on peut évaluer après un dirigeant. Parce que celui qui n'a pas donné son programme, vous allez évaluer en fonction de quoi? Il n'y a pas de programme. Même à l'école, on nous évalue en fonction d'un cours, en fonction d'un cadre bien précis. Et le cadre précis pour les dirigeants, ce sont les programmes. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est d'abord nous si on doit entendre. On va parler du mouvement citoyen éclairé. Je vous ai présenté ici comme président ou initiateur de cette plateforme. Vous êtes en tournée dans les universités. Il y a eu l'UNIKIN, il y a eu l'UPC à Kinshasa essentiellement. Vous allez, quel est l'objectif? La mission finalement, la vision derrière, c'est préparer 2028? Non, pas du tout. Mais je tiens vraiment à enlever de la tête de tout le monde ceux qui pensent qu'on a des ambitions politiques pour 2028. Parce qu'en 2023, là, on avait toutes les opportunités pour postuler, dans la mesure où il y a eu un nombre non négligeable de jeunes qui se sont exprimés en 2023. Si on avait vraiment des ambitions, on avait les opportunités en 2023 pour postuler ou pour devenir député, sénateur ou quoi que ce soit. Nous n'avons pas d'ambition politique. Nous avons pour l'instant, il faut préciser. Non, ça c'est vous qui rajoutez. Moi, je dis ma phrase et je l'assume. C'est que nous n'avons pas d'ambition politique. Nous avons une ambition, c'est de toucher l'homme congolais, c'est de conquérir la mentalité du Congolais, parce que nous pensons que ce qui nous bloque, c'est la mentalité. Ce qui nous freine, c'est la mentalité. Le Congolais ne comprend pas et ne connaît pas son pays. Le Congolais n'a pas une vision, une projection claire de ce qu'il veut de la République démocratique du Congo. Je vous donne un exemple simple et je donnerai cet exemple partout où je passerai. C'est si vous prenez tous les Congolais, vous les emmenez à Dubaï. Vous prenez tous les Dubaïotes, vous les emmenez au Congo. Étant donné que ceux de Dubaï avaient déjà une vision et ont développé leur pays à partir de rien, quand ils vont arriver en RDC, ils vont refaire la même chose. Et que nous, comme on n'a pas de vision et qu'on nous met dans finalement un château, ce château va se transformer en ruine et les ruines ici vont se... c'est trop fort. Les Congolais, ils sont censés, ils savent rien faire, ce que vous êtes en train de dire. La preuve. Ou bien ils ne savent pas faire grand-chose. Non, la preuve, c'est pas que les Congolais ne savent pas faire grand-chose ou ne savent rien faire. C'est que notre mentalité, c'est pas, on ne touche pas à la capacité. Parce qu'au niveau des capacités des Congolais, en tout cas, vous serez étonnés, je pense qu'on est l'un des meilleurs peuples au monde. Quand on nous met dans des conditions, les Congolais excellent toujours par rapport aux autres peuples.
Il y a toujours des génies congolais. Regardez, moi, il y a un génie qui m'a donné une œuvre d'art faite avec des fils. Oui. Et c'est incroyable. La RDC a des talents, a des produits. Mais maintenant, c'est une question du positionnement et de la vision. C'est pour ça que vous faites le tour finalement dans les universités, essentiellement. Pourquoi? Je fais ce Simplement tour. les jeunes d'abord? D'abord, on commence par les universitaires parce que les universitaires, ce sont les futurs dirigeants de ce pays. Il faut qu'ils aillent ou qu'ils puissent intérioriser le fait que notre mentalité est la chose qui va nous permettre, ou c'est le levier qui va nous pousser vers le développement. Parce que quelqu'un qui a une bonne mentalité, quelqu'un qui comprend les choses, peut facilement se développer qu'une personne qui n'a pas comprise ou une personne qui n'a pas une bonne mentalité. C'est comme ça qu'on fait vraiment le tour des universités, d'abord pour sensibiliser, pour vulgariser cette vision du MCE qui d'ailleurs doit être une vision congolaise. Parce que, bon, vous savez, on dit MCE parce qu'on doit avoir une dénomination, une idéologie, mais le vrai des vrais, c'est que ce qu'on défend, c'est pour l'intérêt du Congolais, c'est pour que tous les Congolais puissent réfléchir au développement, réfléchir au fait que nous devons faire un travail individuel, un travail réel. Quand vous écoutez, même je pense que vous, si je vous parle de la RDC de manière utopique, vous dites « ouais, j'espère que ça va marcher, bon, notre... » Il y a toujours ce... Même dans notre discours, dans notre façon de voir notre pays, on est déjà défaitiste. Parlez à 8 Congolais sur 10, vous entendrez un discours défaitiste qui te dit « Mboko c'est béba, il n'y a rien qui va s'arranger, il faut changer les sous-soutés. » Mais rien que déjà le discours de quelqu'un qui est dans cette maxime ne peut pas évoluer. On doit justement changer cet état d'esprit, de se dire que imaginez si tous les Congolais commencent à se dire que et que grâce à moi le pays va se développer, on va déjà avoir moins de saleté, moins de poubelles, parce que les gens vont commencer à s'organiser pour que le pays se développe. C'est justement ce combat qu'on fait, d'aller dans les universités, de sensibiliser, de dire à la jeunesse que nous avons un travail, nous devons développer notre pays. Vous êtes écouté finalement? Vous pensez que vous êtes reçu c'est facile, vous êtes écouté, vous avez vu un élan de changement? Si je suis écouté, nous sommes écoutés, le MCE, nous sommes suivis et surtout il y a une demande. Si on n'était pas écouté ou suivi, il n'y aurait pas de demande. Là, aujourd'hui, les étudiants de Lubumbashi nous appellent, dans le Congo central, on nous appelle, à Goma, on nous appelle, Kisangani, on nous appelle, les universités ici, au niveau de Kinshasa, nous appellent, et même les autres jeunes disent, mais nous qui ne sommes pas à l'université, tu t'occupes pas de nous. C'était ma question, pourquoi vous êtes seulement dans les universités, voilà. Ceux qui ne sont pas universitaires? On répond à une problématique. Alors, ce qui se passe, c'est que le Campus Tour rencontre un assentiment positif de la part du peuple. C'est comme ça que tout le monde commence à s'impatienter de voir qu'il y a un groupe des étudiants, par exemple, qui sont tournés vers notre message ou vers qui on s'est tourné pour commencer le message. Mais nous allons descendre avec ce message dans l'ensemble de la population congolaise. C'est vrai qu'on vise d'abord la jeunesse parce que la jeunesse n'a pas... Non, nous étions téngamité. Alors que les générations des aînés, ils ont déjà des idées bien figées, bien fixées sur le Congo, que c'est un peu difficile de dire à un papa de 60 ans que voilà, moi je veux changer les choses, alors que lui il a déjà roulé sa bosse, il a déjà fait ses expériences, alors que la jeunesse qui rêve encore est capable justement d'atteindre ses rêves. Donc pour ceux qui ne sont pas dans les universités, pardon, votre message sera toujours en bon français comme vous pas le dites du tout, là, justement, vous êtes en lingala, pas du tout, justement. C'est ça la communication que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi des fois on n'arrive pas à communiquer? On n'arrive pas à communiquer parce que chacun veut rester dans son langage. Pour communiquer avec quelqu'un, surtout quand tu vas vers quelqu'un, tu dois utiliser les codes de cette personne. Quand je vais par exemple parler aux enfants de la rue, je vais parler un lingala, pas seulement un lingala normal, mais je vais parler un lingala qui est en codification avec leur vie, leur façon de vivre. Même ma gestuelle va changer, ma façon de leur parler va changer, et ma façon de leur emmener mon message va changer. En lingala, en swahili, quand je parle aux villageois, ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont dans les provinces, ma façon va changer. Il faut en fait, quand tu communiques avec les gens, tu dois te fondre dans leur modèle. Si quelqu'un, par exemple là je suis en costume cravate ou bien bon, col Mao, je commence à dire aux enfants de la rue, oui vous savez, vous devez... Ils vont dire, mais monsieur, déjà aux français, tous aux yokayote. Et puis, tu viens nous raconter des histoires qu'on ne comprend pas. Mais alors que, permettez-moi, tu es banama, nengani, ah, bozabia, bon, neni, ah, banen bazo melani, ah, ou vandina bangono na ma belle épée. Comment se fait-il que lui, c'est un intellectuel, à vandina caillou netibiso sur une brique? Et tu commences à parler avec eux, tu commences à leur faire conscientiser. C'est comme ça que cette communication va entrer. C'est pas une communication standard, c'est une communication
personnalisé. Et c'est ainsi qu'on va utiliser la même chose, que ce soit pour les femmes, les hommes. Quels indices vous aurez, je crois que c'est la dernière question de cette émission, quels indices vous aurez personnellement ou le MCE aura sur le changement de mentalité collective? Vous allez le palper de quelle manière? Bon, nous allons palper le changement de mentalité collective déjà par le modèle économique qu'on vient mettre en place. On vient mettre en place un modèle économique de coopérative. Les coopératives, c'est-à-dire qu'on réunit toutes les personnes qui partagent un intérêt commun, où on met l'homme au centre. C'est-à-dire que c'est une technique où un entrepreneuriat communautaire qui vise le bien-être communautaire. Et à partir du moment où on va arriver à créer plusieurs coopératives où les gens se mettent ensemble pour un but social, mais tout en boostant une économie, on va commencer à se rendre compte des effets. Mais surtout, je veux que les gens sachent que les effets du mouvement citoyen éclairé ou du changement ou de l'évolution des mentalités, ça ne se fait pas en 1 an, ça ne se fait pas en 2 ans, ça se fait en 10, 15, 20 ans. Il faut d'abord aller à l'école, il faut parler, et c'est comme nous tous on a grandi, pour devenir des adultes, on nous disait des choses depuis notre enfance, qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, des choses qu'on banalisait, mais quand on a grandi avec, au bout d'un moment, on a commencé à se rappeler des choses qu'on nous disait par rapport aux expériences qu'on vit, et même les choses qu'on nous a contraintes de faire par rapport à l'éducation sont des choses qui sont devenues normales après. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, mais en tout cas... vous y mettez toute la passion. On y met toute la passion, on y met toute la patience, on y met tout le travail. C'est pour l'intérêt des Congolais, c'est pour le développement de notre pays. Parfait. Quel serait votre dernier mot aujourd'hui à tous ceux qui vous ont suivi? Chers compatriotes congolais, aimons notre pays, aimons la République démocratique du Congo. Ça, c'est une chose. Nous devons nous aimer. Parce que si on aime un pays, si on aime son compatriote, notre rapport avec le pays va changer. Et deuxièmement, chers compatriotes congolais, nourrissons-nous nous-mêmes. Nous ne contrôlons pas l'alimentation. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on met comme vêtements vient de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme si le Congolais était paresseux et qu'il ne veut pas qu'il ne la bilanga pour que Massango Bima, Losse Bima, faire l'agriculture, pêche, élevage. C'est comme si le Congolais est devenu trop patron que pour aller dans les mines, qu'on lui donne 1 kilo d'or qu'il va vendre à 40 000 $, alors qu'il peut faire un travail sur le sol. Tout le monde est dans le sous-sol, mais remontons un peu dans le sol. Alimentons-nous. Visons l'agriculture, pêche et élevage. À partir du moment où on va s'alimenter et qu'on aura moins faim, on va commencer à penser vraiment au développement. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Monsieur Hugues Bollé, c'était un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. Le plaisir était partagé. Merci. Merci. C'était un plaisir de vous présenter cette émission comme nous le faisons avec passion et sourire chaque semaine. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la RTGA et sur nos chaînes partenaires. Merci en mon nom et au nom de toute l'équipe. Merci de nous avoir suivis avec sympathie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt.